C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, cette lueur d'espoir au Darfour. Un accord de paix a été signé ce lundi entre le Soudan et plusieurs mouvements rebelles. Un accord destiné à mettre fin à une guerre de 17 ans, un conflit qui a fait des milliers de morts et près de 3 millions de déplacés selon l'ONU. Nous ferons le point avec notre correspondant dans la région. En Côte d'Ivoire, il ne reste plus que quelques heures aux prétendants à la magistrature suprême pour déposer leur dossier de candidature. La date limite, c'est ce lundi à minuit, heure locale. Plus de 40 aspirants l'ont déjà fait. Nous serons à Abidjan dans ce journal. L'arrestation de Paul Rusesabagina, ancien patron de l'Hôtel des Mille Collines et héros du film Hôtel Rwanda. Cet opposant de Paul Kagame a été présenté à la police rwandaise. Il est accusé de terrorisme en exil en Belgique. Il a été arrêté grâce à une coopération internationale. C'est un grand pas vers la paix. Les autorités soudanaises ont signé avec plusieurs mouvements rebelles des régions du Darfour, du Kordofan et du Nil Bleu un accord destiné à mettre fin à une guerre de 17 ans, un conflit qui a fait des centaines de milliers de morts. Certains qualifient l'accord d'historique, mais le processus reste incomplet. Plusieurs groupes rebelles, toujours en activité, ont refusé de participer aux négociations. La correspondance de Bastien Renouille. C'est le Front révolutionnaire du Soudan qui a paraphé cet accord au nom de nombreux groupes rebelles, une alliance parmi lesquelles ne figurent pas deux groupes majeurs du Darfour, parmi lesquels notamment l'armée de libération du Soudan, faction Al-Nour, un groupe extrêmement important puisqu'il contrôle le Djebel Mara, un massif montagneux qui échappe toujours au contrôle du gouvernement. Les militaires soudanais n'y ont pas accès, il y a toujours des combats régulièrement aux alentours de ce massif montagneux. Pourquoi ne veulent-ils pas signer cet accord de paix ? Eh bien, tout simplement car ils attendent que la sécurité soit effective au Darfour et que les combats cessent. Or, au cours des dernières semaines, il y a eu plusieurs massacres dans des villages, dans des camps de réfugiés. Et selon les témoins, eh bien, il s'agirait de groupes paramilitaires qui seraient liés aux forces de soutien rapide, une force paramilitaire liée à l'armée qui obéit aux ordres du général Hemeti, le numéro 2 du régime, qui était responsable des négociations de paix à Djouba. Impossible pour les groupes non signataires de s'entendre avec cet homme et de signer un accord de paix en l'état. Première échéance de cette présidentielle en Côte d'Ivoire, celle du dépôt de candidature. C'est ce lundi, le dernier jour pour les prétendants à la magistrature suprême pour déposer leur dossier. Une quarantaine sont déjà sur la table de la commission électorale indépendante, dont ceux de Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, malgré leur radiation des listes électorales la semaine dernière. On fait le point avec notre correspondant à Abidjan, Thaïs Brook. Les aspirants candidats avaient jusqu'à ce soir minuit pour déposer leur dossier de candidature ici à la commission électorale indépendante. Plus d'une quarantaine de dossiers ont été déposés. Parmi eux, eh bien, il y a des petits candidats plus ou moins connus par le grand public ici en Côte d'Ivoire, mais aussi des poids lourds de la politique ivoirienne, notamment le président ivoirien sortant, Alassane Ouattara pour le RHDP, Henri Konan Bédié pour le PDCI ou encore Pascal Affi-N'Guessan pour le FPI. Des dossiers de candidature ont aussi été déposés pour Guillaume Soro, toujours en exil en France, mais aussi Laurent Gbagbo, qui est toujours en liberté conditionnelle en Belgique. Mais pour autant, ces deux hommes ont été retirés des listes électorales, une décision considérée comme injuste par leur entourage. L'acte que nous avons posé ce jour traduit notre volonté de nous insurger avec force contre l'exclusion par peur de notre candidat des compétitions électorales à venir. Le Conseil constitutionnel aura la lourde responsabilité devant le peuple ivoirien et devant l'histoire de se prononcer sur la validité et la conformité de cette décision de radiation au regard de la Constitution de notre pays. Les chances pour que les dossiers de Guillaume Soro et Laurent Gbagbo soient retenus sont extrêmement minces. La Cour constitutionnelle a jusqu'à la mi-septembre pour étudier les dossiers et c'est à ce moment-là que nous connaîtrons les candidats retenus pour l'élection présidentielle du 31 octobre prochain.
Paul Rusé Sabagina, ancien patron de l'Hôtel des Mille Collines et héros du film Hôtel Rwanda, a été présenté à la police rwandaise. Il est accusé de terrorisme. On lui reproche d'être l'un des fondateurs et financiers d'un groupe rebelle rwandais. Cet opposant de Paul Kagame est considéré par certains Rwandais comme un héros qui a sauvé plus d'1 millier de vies humaines lors du génocide de 1994, alors que d'autres, ainsi que le régime de Paul Kagame, le qualifient d'imposteur. Jean Barrère. Menotté, Paul Rusesabagina est présenté à la presse à Kigali. Les autorités le soupçonnent d'être lié à des groupes terroristes armés violents. Elles l'accusent également d'incendie criminel, d'enlèvement et de meurtre. Des charges qui contrastent fortement avec le passé de cette figure héroïque du génocide rwandais. En 1994, ce fils d'un Hutu et d'une Tutsi raconte dans un livre, Un homme ordinaire, avoir hébergé des centaines de Tutsis menacés dans l'hôtel des Mille Collines, dont il était le gérant. Son histoire est reprise par Hollywood, qui l'adapte dans le film nommé aux Oscars Hôtel Rwanda en 2004. L'année suivante, il reçoit la médaille présidentielle américaine des mains de George Bush. He was a hotel manager in his native Rwanda when the horror began to unfold in 1994. That hotel soon became a haven amid the carnage. L'homme de 66 ans vivait en Belgique et a été arrêté dans des circonstances encore floues à l'heure actuelle, même si le bureau d'investigation rwandais dit avoir bénéficié de la coopération internationale. Ce n'est pas la première fois qu'il fait face à des accusations dans son pays. Paul Rusesabagina est une critique de longue date du président Paul Kagame, qui dirige le Rwanda d'une main de fer depuis 1994. Il l'accuse de museler l'opposition. Après sa 3e réélection, durant laquelle des opposants avaient été arrêtés, il avait fondé le mouvement politico-militaire MRCD en exil. Il avait également soutenu que seule la lutte armée permettrait de renverser Paul Kagame. Les autorités rwandaises avancent que son arrestation est liée à des attaques commises en 2018 dans le sud du Rwanda par la branche armée du MRCD. Paul Rusesabagina ne s'est pas encore exprimé quant à ces accusations. Et on reste dans la région des Grands Lacs. Le prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, a pris la parole par visioconférence devant le Parlement européen. Il a appelé lundi les eurodéputés à soutenir son plaidoyer pour la justice dans son pays. Il réclame notamment la mise en place par l'ONU d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo, compétent pour les crimes en RDC des années 1990 jusqu'à nos jours, impliquant plusieurs pays voisins. Il a aussi remercié les eurodéputés pour leur soutien face aux nouvelles menaces dont il fait l'objet depuis le mois de juillet. Nouveau rassemblement de soutien pour le journaliste Khaled Rarni à Alger. Il avait été condamné à 3 ans de prison le 10 août dernier pour incitation à attroupement non armé et atteinte à l'unité nationale. Il avait été arrêté le 7 mars lorsqu'il couvrait les manifestations populaires en sa qualité de journaliste. En Afrique du Sud, 2 policiers soupçonnés d'être impliqués dans le meurtre d'un adolescent trisomique doivent être inculpés. L'adolescent de 16 ans a été tué par balle lors d'une patrouille de police dans une banlieue de Johannesburg, un quartier ravagé par la drogue et la criminalité. Selon sa famille, c'est la police qui a ouvert le feu. Avant de se quitter, on part au Sénégal. Le pays devient un paradis pour les tortues de mer. Autrefois consommées, elles constituaient un revenu non négligeable pour les pêcheurs. Aujourd'hui, certains se mobilisent pour leur protection. Laurent Berstécher. Ces tortues viennent en réalité du Cap-Vert. À 2 heures de route de Dakar, l'aire marine protégée de Joal Fadiout abrite des centaines d'espèces animales et végétales. Un véritable paradis pour les tortues de mer qui y transitent chaque année lors de leur migration vers la Guinée-Bissau. Pour les habitants du coin, qui vivent à 90% de la pêche, ces reptiles ont longtemps constitué une source de nourriture et de revenus. Mais une campagne de sensibilisation menée par les autorités locales veut maintenant les encourager à protéger cette espèce menacée. Je ne parle pas juste de la tortue, mais du rôle qu'elle joue sur notre écosystème. Si elles ne sont plus là, ça peut déséquilibrer la vie sous-marine, pour les poissons notamment. Un message que la communauté commence peu à peu à intégrer. Ces jeunes pêcheurs viennent d'attraper une tortue dans leur filet. Après l'avoir désempêtrée, ils décident de la relâcher.
Même si le braconnage de tortues n'a pas complètement disparu à Joal, il aurait baissé d'environ 90% ces dernières années, selon les autorités locales. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.